Et nous aurons comme panélistes Madame Penda Mbow, Madame Dingere Maïga et Madame Dior Fall Sow. On est avec Warkha TV qui est en train de prendre ce panel qu'il va diffuser sur sa chaîne YouTube Warkha TV. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous rassemble ici, c'est de parler des différents codes de la famille de nos pays, tels que le Mali. Normalement, on devait avoir le Niger, mais malheureusement, la panéliste du Niger n'a pas pu se joindre à nous et vous connaissez les raisons. Donc, on a le Sénégal et le Mali. Donc, je disais que nos pays ont innové en mettant en place des codes de la famille. Mais on se rend compte que, malheureusement, c'est dans ces codes qu'il existe de grandes discriminations à l'égard des femmes. Ce sont ces discriminations que nous, féministes et militantes, combattons au quotidien pour lutter contre ce patriarcat qui continue de considérer la femme non pas comme un sujet de droit, mais comme un objet soumis à l'autorité de l'homme. C'est le patriarcat qui est, on peut dire, à la base. Je vois les qui jubilent déjà. Donc, on aura Madame Dingere Maïga comme panéliste. Je vais un peu vous présenter cette grande dame qui a participé à la formation de beaucoup de jeunes militantes féministes, à commencer par moi. J'ai eu à bénéficier de ces formations. Donc, Madame Maïga nous vient du Mali. Elle est activiste des droits humains. Elle est activiste des droits humains, du genre et de la démocratie. Madame Maïga milite depuis 1996. Son travail au quotidien consiste à renforcer, supporter toute action, loi ou politique envers l'égalité des sexes. Elle a une expérience avérée dans le coaching, le plaidoyer, le lobbying, la formation et l'analyse des lois et des politiques visant la protection et la promotion des droits humains, du genre et les droits des femmes et des filles. Elle a été actrice clé dans la mise en place de plusieurs initiatives ou d'organisations de la société civile, des droits de l'homme et les droits des femmes ou de la démocratie au Mali, en Afrique et dans le monde. Le combat de tous les jours de Madame Maïga, c'est de voir les femmes vivre dans un monde sans discrimination et sans violence. C'est ça la présentation de Madame Dingere Maïga. Vous pouvez l'applaudir. Nous aurons une autre panéliste que je ne vais pas... Je vais lire sa biographie, mais je pense que ce n'est pas une personne à présenter ici au Sénégal. C'est Madame Penda Mbow, professeure Penda Mbow, du département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est aussi ministre représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Engagée dans la société civile depuis plus de 30 ans, Madame Penda Mbow a créé le mouvement citoyen qu'elle dirige et qui est centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Elle fut brièvement ministre de la Culture en 2001 et candidate à la mairie des HLM en 2002. Madame Mbow est membre de plusieurs sociétés savantes et a obtenu plusieurs décorations. En effet, elle est commandeur de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur française, puis officier de la Légion d'honneur, directeur honoris causa de l'Université de Uppsala, Suède, et femme pionnière, prix Jean-Paul II pour la paix. Docteur honoris causa de l'Université de Cluj en Roumanie, présidente du panel ouest africain de la francophonie Global Challenge. Elle a écrit beaucoup de livres, dont des publications portant pour l'essentiel sur l'histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femmes-islam, le dialogue interreligieux, les castes, la démocratie multiculturelle. Madame Mbow se distingue par son courage à déconstruire le discours religieux radical hostile aux droits des femmes. Veuillez applaudir Madame Penda Mbow. Et en dernier lieu, nous aurons la procureure, Madame Dior Fall Sow.
Elle, c'est ma marraine. Elle est magistrate, première femme procureure de la République du Sénégal. Elle a fait les juridictions nationales et internationales. Tata Dior, comme nous l'aimons appeler affectueusement au niveau de l'Association des juristes sénégalaises, a été respectivement avocate générale principale du tribunal près la Chambre d'appel pénal international pour le Rwanda, avocate générale au bureau du procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Madame Dior Fall Sow est membre fondatrice de l'Association des juristes sénégalaises qu'elles ont fondée il y a de cela 50 ans avec l'ancienne Premier ministre Mama Dior Boy. Tata Dior est actuellement consultante internationale. Elle a fait beaucoup de recherches, d'études sur la législation sénégale et les conventions internationales. Elle est l'une des auteurs incontournables de la loi criminalisant le viol qu'on a eu, je pense, en 2020. Madame Sow vient de nous gratifier d'une nouvelle publication qui retrace son parcours, ses combats en tant que militante qu'elle a intitulé « Mon livre blanc en mon âme et conscience ». Nous avons l'honneur d'avoir dans ce panel aussi cette femme de rigueur, cette femme de conviction, Madame Dior Fall Sow, qui a contribué à former les magistrats pour qu'ils deviennent indépendants au niveau du système judiciaire. Veuillez applaudir Madame Dior Fall Sow. Donc nous allons parler des codes de la famille du Mali, du Sénégal, et je pense qu'avec Madame Mbow, on va pouvoir parler des autres pays, notamment le Niger. Donc le débat autour du nouveau code de la famille suscite des inquiétudes. Vous vous rappelez de la dernière campagne du mouvement féministe qui demande la révision du code de la famille, parce qu'il y a beaucoup de dispositions discriminatoires dans ce code de la famille, des dispositions légales qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits. Donc, c'est le combat actuellement de pratiquement beaucoup de mouvements féministes et de militantes qui souhaiteraient quand même qu'il y ait une révision des différents codes de la famille de nos pays. Et autour de cette question, nous allons donner la parole à ces braves dames, ces panélistes émérites, et on ne va pas les cloisonner en leur posant des questions spécifiques, mais on va leur donner la parole en commençant par Madame Maïga pour qu'elle nous donne leur impression par rapport au code qui existe dans la sous-région et de nous dire comment elle pense que nous pouvons arriver à avoir un code de la famille qui respecte les droits des femmes. Madame Maïga, vous avez la parole. Merci les organisateurs et trices de l'Université féministe d'été d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour cette opportunité qu'on m'offre aujourd'hui de présenter sur les codes des personnes et de la famille au Mali. Je ne vais pas présenter sans passer un peu par l'historique, parce que depuis 1998, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali avait dans son plan d'action demandé le vote d'un code qui soit plus égalitaire pour les femmes au Mali et non discriminatoire. Donc, le 3 août 2009, il y a eu un vote au niveau de l'Assemblée nationale et il y avait 113 voix qui avaient voté ce code sur les 147. Pourquoi est-ce que nous voulons un code moins discriminatoire? Parce qu'il y avait un constat qui était là. 80% des mariages étaient des mariages précoces ou des mariages forcés. Les violences conjugales étaient là parce que la punition pour la femme qui ne se soumet pas à son mari est normale. Donc les femmes subissaient des violences conjugales et la femme faisait partie de l'héritage. Ça veut dire qu'il y avait les léviras, les sororas. Donc la femme faisait partie de l'héritage, mais elle n'héritait pas.
parce qu'elle était déjà partie intégrante de l'héritage. Il y avait un problème d'excision, de mutilation génitale féminine, dont le type 2 est subi par au moins 94% des femmes en ce moment. Donc, il y avait aussi un écart dans les fonctions publiques. 78,8% dans les fonctions publiques étaient des hommes et le reste, c'est-à-dire les 21,2%, c'était des femmes. Mais aussi, il y avait un grand écart dans les salaires. Les femmes étaient payées à moins de 30% par rapport aux hommes. Donc, il y avait tous ces problèmes. Et cependant, le Mali a ratifié tous les instruments, je peux dire, de promotion et de protection des droits des femmes et sans réserve. Ça veut dire que nous pouvons nous en approprier pour que la réalisation de ces droits-là et cités dans ces conventions soit une réalité pour les femmes maliennes. Donc, dans le code qui avait été voté le 3 août 2009, on a eu des problèmes parce que le Haut Conseil islamique a estimé que ce code-là était contraire aux traditions et spécialement à la religion musulmane. Donc, le temps que nous, en tant que féministes, en tant que militantes des droits des femmes, activistes, on s'organisait pour demander audience auprès du président ATT, les religieux étaient déjà passés. Quand nous étions en train de demander audience, et ils ont déjà la voie libre, donc ils sont passés et ils avaient déposé des doléances. Parce que dans ce code, dans ce nouveau code qui venait d'être voté, il y avait des points de discorde. Il y avait l'inviolabilité du corps. Donc ils ont dit que ça va nous servir à lutter contre les mutilations génitales féminines, qui est pourtant une sunna. Donc on va utiliser cela pour arrêter les MJF au Mali. Dans l'article 56, on a dit que le mari et la femme peuvent avoir des domiciles distincts. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de femmes qui étaient obligées de démissionner de leur poste au cas où le mari était muté dans une autre région et que le travail était peut-être privé, dans le secteur privé. Donc, même si c'est dans le secteur public, il était difficile pour les femmes vraiment de suivre leur mari. Sinon, elles étaient obligées, parce que c'est la loi qui leur dit, elles étaient obligées d'abandonner le travail, leurs fonctions pour suivre le mari. Et dans l'article 281, ils n'ont pas aimé le mot laïque, parce qu'on a dit que le mariage est un acte laïque et public. Ils n'ont pas aimé le mot laïque et ils voudraient qu'on enlève tout simplement le mot laïque et qu'on mette que le mariage est un acte public. Et dans l'article 282, c'est sur l'âge du mariage. Parce qu'on avait dit que l'âge du mariage était de 18 ans pour les garçons et pour les filles. Mais ils ont trouvé que les filles peuvent tomber enceintes depuis l'âge de 13 ans. Donc, qu'il faut vraiment que cela change. Et ils ont pu le changer parce qu'actuellement, dans notre code, l'âge de mariage pour les garçons, c'est 18 ans, mais pour la fille, c'est 16 ans. Bien qu'on ait été au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, qui demande à ce qu'on change cette disposition, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas changé la disposition. Il y avait un autre problème qui était là. Ils ont dit l'enfant naturel. Donc, l'enfant naturel qui ne devait pas être reconnu et qui ne devait pas hériter. Bon, si tu n'es pas reconnu, on ne peut pas parler d'héritage. Parce que si l'enfant naturel, si on dit que l'enfant est naturel déjà, ça suppose que pas de reconnaissance, pas d'héritage. Et il y avait aussi l'adoption-filiation. On a dit que ça, c'est pas accepté par la religion musulmane. L'islam n'accepte pas l'adoption-filiation, qu'ils ont appelé l'adoption pleine. Ils ont dit d'enlever ça, que ce n'est pas accepté par l'islam.
Dans l'article 313, on a dit que le mari reste le chef de la famille. Et pourtant, il y a des familles qui sont gérées par des femmes. Donc, on a dit qu'il faut toujours qu'il y ait un mari dans une famille. Donc, vous pouvez déjà comprendre les femmes qui ne sont pas dans le mariage et qui ont leurs enfants, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être chefs de famille. Donc, ça va aussi avec le rôle et les responsabilités dans les dispositions légales en ce qui concerne la garde de l'enfant et tout ça là. Et dans l'article 361, ils ont dit que quand une femme divorce, elle doit attendre 4 mois et 10 jours avant de se remarier, comme dans le veuvage. Donc la femme est obligée, même si on sait qu'il y a maintenant des médicaments qu'on peut prendre pour savoir, des tests rapides qu'on peut prendre pour être sûr que la femme ne porte pas de grossesse. L'article 748 qui porte sur les successions. Donc, actuellement, on avait dit que la succession, ce serait seulement sur la religion musulmane. Mais ils ont changé. Nous, on avait proposé que la succession soit légale, selon les lois de l'État. Mais ils ont changé, on est revenu à soit si la personne est musulmane avant sa mort, la succession se fait selon sa religion. Si c'est tradition, la succession se fait selon la tradition. S'il y a un testament, la succession se fait selon le testament. Et s'il y a aussi, il n'y a pas tout ça, si tout ça n'est pas reconnu, ça se fait selon la loi. Donc ça, c'est des dispositions qui ont été changées dans ce code-là qui nous gère actuellement. Et il y a aussi des mariages qui étaient interdits dans le code de 1962 qu'ils ont ramenés dans ce nouveau code-là qui nous gère actuellement. Donc ça, c'est un peu des points de discorde que nous avons eu avec les religieux en ce qui concerne les religieux musulmans en ce qui concerne le code des personnes et de la famille. Au début, c'était le code de la famille. On avait dit le code de la famille, mais ils sont arrivés à faire en sorte que ça soit le code des personnes et de la famille. Tout ça pour vous dire un peu comment est-ce que nous sommes en train vraiment de travailler pour faire en sorte que cette égalité arrive. Et le problème crucial que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même pas parler du beau genre au Mali. On ne peut même pas parler du mot genre. Et quand on dit féministe, donc c'est une réunion des lesbiennes. Ah oui, c'est une réunion des lesbiennes. Et ça fait que parfois, même les gens qu'on invite, il y a parfois des résistances aux invitations pour participer dans les activités parce que tout simplement on te dit « Ah, c'est la réunion des lesbiennes là. Est-ce que tu es en train de devenir lesbienne ?» Et le mot « genre » fait que la loi qu'on avait, le draft de loi, l'avant-projet de loi que nous avons élaboré contre les violences basées sur le genre tarde vraiment à être adopté parce qu'on nous dit d'enlever les violences basées sur le genre. Donc, un peu pour vous donner une vue des discriminations et des dispositions discriminatoires sur les codes des personnes et de la famille au Mali. Je vous remercie. D'université d'été et d'université d'été féministe qui réunit beaucoup de jeunes dames, parce qu'on se plaint toujours qu'il n'y a pas la relève, mais je crois que la relève est en train d'être faite. J'ai eu la chance, dans les années 90, d'avoir été, disons, je ne dis pas choisi, mais en tout cas le FUNUAP, l'IPPF, Région Afrique, que dirigeait notre grande amie Feu Tamaro Touré, m'avait envoyé dans différents pays. Le Mali, j'ai assisté un peu à l'élaboration et aux discussions du code
au Mali, sous la présidence, au Kenya, rencontrer les oulémas à Mombasa. Et cela m'a... Parce que toujours sous la houlette, justement, de la religion, nous avons essayé de défendre les positions sur les droits des femmes. Mais par exemple, au Niger, il y a quelqu'un qui m'avait apostrophé en me disant « Je ne vous considère pas tellement parce que j'ai 2 ou 3 comme vous dans ma maison. » Je dis « Comme moi, non, je regrette. Vous n'avez pas une personne, une femme, une épouse comme moi dans votre maison. » Et qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça? C'est-à-dire ça a été l'élaboration des codes de la famille partout en Afrique et surtout dans les pays musulmans a été une expérience extrêmement difficile, longue, et il n'y a pas d'appropriation par les sociétés, nos différentes sociétés justement, de ces codes. Et c'est là la grande difficulté. Quand le Sénégal était indépendant en 1960, l'une des premières démarches du président Senghor, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle un comité des options, dirigé par Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil, pour l'élaboration du Code de la famille. Vous savez, sous la colonisation, on n'avait pas tous dans nos pays le même statut. Au Sénégal, il y avait les citoyens des 4 communes, régis par le code napoléonien français issu de la métropole. On avait les indigènes, les citoyens Dakar, Rufisque, Gorée, Saint-Louis, et tous les autres étaient des indigènes. Et les indigènes étaient souvent plus régis par la loi coutumière et la charia musulmane. Un peu avant l'indépendance, on a eu la loi Lamine Gueye qui a voulu créer justement l'égalité entre tout le monde. Mais vous savez, c'est un peu avant l'indépendance. Et Senghor a créé le code, a créé justement ce comité des options. On avait Feuké Bambaye, peut-être Dior y reviendra. Et il fallait élaborer un code. C'était extrêmement difficile. Ils ont fait le tour des pays musulmans pour comprendre. Étudier tous les textes possibles et imaginables. Et les objectifs du Code de la famille étaient l'unification de la loi, donner la citoyenneté à tout le monde, mais utiliser le statut de la femme pour moderniser la société. Et évidemment, il y avait une opposition très vive et l'opposition continue, ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à appliquer le code. Du conseil, ici, c'est au Mali, ils avaient le Haut Conseil islamiste. Ici, on avait le Conseil des oulémas. Et où des gens très ouverts, par exemple, El Hadji Abdoul Aziz Sy, le calife des Tijanes, Serigne Fallilou Mbacké, à l'époque, qui était le calife des Mourides, c'était des gens ouverts qui connaissaient. Mais le problème était qu'il était extrêmement difficile parce qu'aussi il fallait défendre leur identité, leur position dans la société. C'était difficile pour eux d'aller vers ce code qu'on appelait parfois sous forme de caricature le code des femmes. Et il fallait absolument trouver le moyen de limiter cette réflexion. Ils s'y étaient opposés, mais il y avait des négociations. Entre 1960 jusqu'en 1972, quand le code fut voté et il sera promulgué en 1973, il y a eu d'énormes débats et de rejets. Au fond, il y avait des avancées. Et ce code, on l'identifiait plus ou moins au code du statut personnel de la Tunisie, avec Bourguiba, qui était un peu l'ami de Senghor, et il travaillait beaucoup sur les sociétés musulmanes, comment les moderniser. Ça, je pense que c'était un élément essentiel. Mais le code, il y a des luttes épiques. Dior, vraiment, elle en connaît un bout. Il y a des luttes épiques sur l'application des codes. Pourquoi le code n'est pas appliqué, etc. Mais ce que je devrais retenir par rapport au code de la famille du Sénégal, et qui posait problème, par exemple, et ça relève, à mon avis, du comité des options, c'est-à-dire, dans ce code de la famille, on pouvait choisir entre signer la polygamie ou la monogamie, mais ça devait être une option, si vous voulez, irréversible pour toute votre vie. Mais ça posait énormément de problèmes. Et ce qui était intéressant, et ça a beaucoup changé, pendant la période senghorienne, les intellectuels et les élites essayaient de s'appliquer ce code. Même quand on prenait une deuxième femme,
on prenait la deuxième femme sous le manteau, on ne pouvait pas. Et on faisait ce qu'on appelle, il y avait le Jawazul Mutta, le mariage à la mode un peu de ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire, pendant les périodes de guerre, on pouvait choisir une femme. Pendant un moment, c'est le mariage temporaire, et puis la quitter. Ou bien, on avait un mariage qu'on cachait, c'est-à-dire takoussouf, des choses comme ça. Mais un intellectuel ou quelqu'un qui avait des responsabilités sous Senghor ne pouvait pas être dans le système de la polygamie. Ça, c'était une option intéressante pendant cette période. Mais les choses vont éclater, changer sous la pression véritablement des religions. Alors, je pense que si on prend le cas du Sénégal, le cas du Mali, le cas du Niger, le cas du Sénégal semblait porter une certaine modernité. Mais le cas du Mali, pendant cette période, moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est cette question d'obéissance au mari. Et l'homme est consacré comme unique chef de famille la puissance paternelle. On peut en discuter dans une vision féministe des choses. Je me souviens ici, Fatou Sow et moi, il y avait un prédicateur célèbre à la télévision qui disait tout le temps on pouvait battre sa femme, etc. Et nous avons pris pression sur le président Diouf. À un moment, on l'avait enlevé de la télé parce qu'on estimait que dans les années 80, 90, que ce n'était plus possible, 80 surtout, de prôner le fait de battre sa femme à la télévision nationale dans un pays quand même où il y avait toute une avancée. Alors, on perpétue la plupart des codes. Vous voulez que je m'arrête? On perpétue dans la plupart des codes la discrimination. Que ce soit une discrimination par sexe, une discrimination par âge, etc. Et il y a toute une période de longue réflexion sur les questions du mariage. Et j'ai pu échanger avec le calife de Nioro, le shérif de Nioro. Et j'ai, par personne interposée, une amie, je lui ai dit, il faut poser la question au shérif, pourquoi il ne nous a pas soutenus, nous les femmes, quand on votait le code de la famille. Et qu'on m'a dit que c'est le shérif qui s'y était opposé. Il a répondu, il m'a dit que c'est parce qu'on avait affirmé que le mariage religieux n'était pas reconnu. Que seul le mariage, justement, juridique était reconnu. Et comme le mariage religieux était rejeté, que lui, il ne pouvait pas accepter cela. Donc je pense que dans notre approche et dans nos approches, il nous faut voir quelle est la meilleure stratégie aussi. Ici, le mariage religieux est reconnu. Et on peut même aller avoir des papiers en reconnaissant le mariage religieux. Je crois que, et c'est ça que quand on voit l'histoire des prophètes, ils n'ont jamais été des révolutionnaires, ils ont toujours fait dans les réformes. Et si nous voulons avoir une approche et voir l'état où se situe notre société, on ne va pas venir avec l'idéal, mais on va voir comment nous acheminer petit à petit vers cet idéal et comment intégrer, avoir de notre côté. Ce qui fait qu'il y a eu tout un ensemble de rejets et on dit que le code, aujourd'hui au Mali, c'est un code qui a été élaboré sous la bénédiction des islamistes. Parce que si les islamistes ne se sont pas vus à travers ce code, ils allaient faire comme ils ont fait sous ATT pour rejeter catégoriquement ce code. Donc, ils ont essayé de dire que justement, la loi assure la protection de la femme et de l'enfant. On l'a changé, n'est-ce pas? Pour mettre dans le code spécifique qu'elle assure la protection, c'est ça, de la personne humaine et de la famille. C'est ça. C'est-à-dire, le fait justement de dire que le code assure la protection de la femme et de l'enfant, on l'enlève pour mettre la personne humaine et la famille. Non, c'est la raison du changement. Oui, absolument. Et ça a changé complètement. Et le mariage religieux est considéré au même titre que le mariage civil. Mais là où les choses vont vraiment mal, c'est au Niger. Au Niger, il n'y a pas de succès sous la poussée de la résistance des mouvements et associations islamiques. Et le code est abandonné, tout simplement. Et là, vraiment, il faudra faire un travail. Parce que aussi, j'estime que les femmes au Niger, elles ne se battent pas. Vraiment, surtout les femmes. On avait notre amie Thérèse Keïta, Thérèse.
Maïdem Hima, mais elles ne sont pas très nombreuses. Je ne sais plus ce que devient madame qui était candidate à la présidentielle un moment. Et ces femmes-là, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a quelques hommes. Moi, une fois, c'est Mangone du Celto qui m'avait envoyé aussi encore discuter avec les femmes du Niger. Mais il y a très peu d'hommes pour les soutenir. Et je crois que quand on voit, d'ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire l'ancrage du Niger sur son identité. Par exemple, dès qu'on devient président, on ne met plus de costume-cravate. On est dans son boubou. Et les femmes, quand elles ont des responsabilités, elles changent complètement leur façon. Il faut adopter, s'ils ont, je ne dis pas l'habit islamique, mais il faut faire que son identité de musulmane soit reconnue et acceptée. Donc tout cela, à mon avis, montre que nous avons connu beaucoup d'échecs. Des échecs liés aux pesanteurs sociales et religieuses fortes et l'affaissement de l'autorité de l'État. Partout, nos États sont devenus très faibles. Par exemple, quand on votait, je ne vais pas marcher sur la langue de Dieu, mais quand on votait la loi sur, comment on appelle ça, l'excision, la criminalisation de l'excision, Thierno Mountaga Tall s'y était opposé catégoriquement en disant que c'est parce qu'on ne respecte pas sa mère à lui. Et Aminata Mbengue nous explique, parce que c'est elle qui était à l'époque ministre, elle nous explique qu'un soir, on est allé chercher Thierno Mountaga Abdou Diouf, l'a reçu chez lui pendant je ne sais pas combien d'heures pour le convaincre. Et d'ailleurs, pour les Halpulaar et toute cette famille omarienne, le départ d'Abdou Diouf du pouvoir est un peu lié aussi au vote de cette loi criminalisant l'excision. Alors c'est très compliqué, donc l'affaiblissement de l'État quand l'État n'est pas suffisant. Sous Senghor, l'État était assez fort pour s'imposer, parce que quand l'État convoquait à l'époque un chef religieux, il allait rejoindre le président, mais aujourd'hui c'est le président qui se déplace pour aller vers le chef religieux. Il y a donc une prudence des hommes de partis politiques, même les femmes. Moi, si je veux avoir des responsabilités, je serai obligée de mettre un peu d'eau dans mon bissap pour ne pas avoir contre moi les religieux. Et pour vraiment poser le débat religieux, il faut être fort pour l'accepter dans nos pays. J'avais écrit un texte quand il y avait le voile. Je dis, peut-on encore discuter de l'islam dans ce pays? Vous le trouvez c'est extrêmement difficile. Et j'expliquais aux filles la dernière fois à une présentation que je faisais au musée que la différence entre elles, parce qu'ils disent, mais madame, il ne faut pas parler du voile. Je dis, la différence entre vous et nous. Nous sommes politiques. Et vous n'êtes pas politique. On ne peut pas apporter des changements dans une société si on n'est pas suffisamment politique. Il faut une vision politique pour changer les choses. Sinon, bon, on peut... Moi, je suis musulmane, tout le monde sait que je suis profondément musulmane, mais ma vision politique des choses fait que je n'accepterai pas certaines choses. Il y a le manque de tact et de méthode, on dit, pour les rédacteurs du Code au Mali, ce qu'on dit, mais aussi chez nous, Dior pourra y revenir, je sais que la rédaction du Code, en général, ce sont les hommes qui ont été les plus nombreux pour rédiger les textes, pour interpréter les textes. Ça veut dire que le contrôle de la conscience se fait pratiquement par les hommes, tout le temps et partout. Et il nous faudra peut-être changer de méthode et voir comment nous allons, par exemple, entre 1900, les années 80 et les années 2000, le débat sur la démocratie était complètement contrôlé par les femmes. C'est elles qui apportaient les éléments entrant dans le débat sur la démocratie. Donc, il y a la force des associations islamiques. Nous tous, nous avons vécu ce phénomène, ici ou ailleurs. Toutes les associations féministes pensent que pour faire avancer leur agenda, il faut s'attaquer aux intérêts des femmes. Et on nous met entre le marteau et l'enclume de l'Occident et notre religion, et la religion musulmane. C'est un vrai débat, un vrai problème. Alors, il faudra absolument voir, et l'opinion publique, on a beau dire, mais nos opinions publiques ne sont pas toujours préparées à ce genre de débat. Et aujourd'hui,
tout le monde se met, on dit, oui, par exemple, je prends le cas de Sonko, c'est le débat. Je dis, bon, le jour où il devra être président, il faudra qu'on discute avec lui sur ces femmes voilées, tout ça. Mais ce n'est pas encore le moment de discuter de ça. Mais quelqu'un dit, mais il lit son Coran, je dis, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre société. Nous sommes dans une société, ça marche très bien. Nous sommes dans une société où il faut aller nous sommes dans une société où on a une arabisation de notre islam, ce qui n'était pas, et une islamisation de notre société. Moi, je me souviens, tous les débats m'ont mené, on me demandait de réciter des versets du Coran. Je dis, même si je sais, je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour débattre du fait religieux. Je ne suis pas venue pour faire de l'exégèse, pour faire de la théologie. Je peux. Ça, quand le débat l'exige. Mais je suis venue pour discuter avec vous du fait religieux. Donc voilà, peut-être en introduction, ce que je pouvais dire. De façon juridique, le code de la famille, elles se sont rendues compte que loin d'être le code des femmes, c'était un code qui discriminait vraiment les femmes de façon extraordinaire. Alors, comme je vous le dis, la tâche est extrêmement difficile. Il va falloir que nous, associations activistes féministes, nous prenions notre courage à deux mains, que nous soyons déterminés et que nous continuions à nous battre. Parce que si effectivement, il faut reconnaître que certaines choses ont été enlevées du Code de la famille, et particulièrement l'article 154 qui interdisait au mari, à sa femme, qui permettait au mari d'interdire le travail de sa femme, et ça a été fait en 1989, j'étais rapporteur à l'époque, il y a encore énormément de discrimination. Alors moi, je vous dirais simplement pour camper le contexte, qu'à l'heure actuelle, si on applique toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées sans réserve par la plupart de nos pays, et particulièrement par le Sénégal, puisque je parle de l'exemple sénégalais, mais les femmes n'auraient pas de problème. Mais malheureusement, ce qui se passe, il n'y a pas d'application. Et le problème fondamental et qui est très grave, c'est qu'on se dit qu'on est dans un état de droit. Et moi, je le répète, ça fait des années que je le répète, dans un état de droit. Mais l'état de droit, le nom, le titre, ça se mérite. On n'usurpe pas un titre. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est un état qui respecte et qui donne la primauté au droit et qui respecte les décisions de justice. Malheureusement, si on analyse le Code de la famille et les conventions internationales qui ont été ratifiées par le Sénégal et qui sont rentrées dans notre ordonnancement juridique. Pourquoi? Parce que notre Constitution, dans son préambule, commence par « Le peuple sénégalais souverain approuve l'adoption de la CEDEF » qui est la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toute forme de discrimination, la Charte africaine, les droits des peuples et des hommes, la Charte africaine sur le droit de l'enfant africain, et je pense que c'est déjà beaucoup. Et en plus, nous avons l'article 98, et j'insiste toujours sur ça, qui dit que les traités et conventions sont supranationales, c'est-à-dire au-dessus de la loi nationale. Donc, je crois que c'est comme au Mali. Vous savez, nous avons beaucoup de similitudes. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse qu'on ait fait cette université pour l'Afrique de l'Ouest, du centre et du centre. Parce que justement, nous devons aussi penser à harmoniser nos actions. Parce que je pense que c'est extrêmement important. Parce que si on juge d'un côté comme ça et que de l'autre, c'est différent, on n'avancera pas. Alors, quand est-ce que nous arriverons à faire en sorte qu'on ait un code de la famille qui respecte les droits humains des femmes? Alors, il y a différents niveaux. Et je pense que le premier niveau, on peut déjà dire que c'est lors du mariage. Lors du mariage dans le code de la famille, qu'est-ce qui se passe? L'âge du mariage déjà, c'est un scandale, vous l'avez dit. La Convention dit 18 ans, mais ici, c'est 16 ans. 16 ans sans compter ce qu'il y a à côté, ce sont les mariages forcés qui sont un nombre mais incroyable alors que c'est interdit.
C'est interdit par notre législation, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi ? Voilà un problème. Alors quand on lèvera toutes ces coutumes, quand on lèvera toutes ces mentalités qui font que on peut prendre une gamine de 13 ans, de 12 ans, quelquefois même plus jeune, la donner en mariage, la réserver, même parfois en mariage, je pense qu'on aura déjà beaucoup avancé. C'est une question d'application de la loi, j'y reviendrai. Le deuxième problème, on en a parlé aussi, avant le mariage, moi je parle comme ça, avant, c'est la production des actes d'état civil. En général, qu'est-ce qu'ils le font ? Des déclarations de mariage, des déclarations de naissance, mais c'est l'homme. Même si, quelquefois, on autorise la femme, il y a eu des progressions à les déclarer, la plupart du temps, ce sont les hommes qui font ça. Et le problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a des problèmes, ils refusent de donner les documents à la femme. Donc là aussi, il y a un problème. On arrivera encore là à faire en sorte qu'on ait un code de la famille qui fait en sorte que l'homme et la femme, dans ce domaine-là, soient égaux, c'est que la femme puisse aussi avoir ces actes-là qui sont importants pour lui. Je parle de la dot. Même si on dit que la dot, on l'a effacée, mais qu'est-ce qu'on voit ? Il y a quand même, c'est un symbole dans notre religion islamique, mais c'est un symbole. C'est un symbole, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Mais c'est incroyable. Si vous n'avez pas une maison, une voiture, c'est ça la dot qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est la façon de dire qu'on achète une femme. Je suis désolée, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors donc, lorsqu'on arrivera à réguler tout ça, à changer, on pourra dire qu'effectivement, il y a une progression dans cela. Quel est aussi le problème ? Le problème, à ce niveau-là, ça c'est lors du mariage, c'est l'option de polygamie. On a mis l'option de polygamie. Moi, je pense que j'ai une référence ici. Je la considère aussi comme une islamologue féminine, à savoir que lorsqu'on lit bien le Coran, mais on peut dire que la polygamie est l'exception et, disons, en général, on doit être monogame avant d'être polygame. Je crois que dans notre religion, alors lorsqu'on arrivera aussi à faire en sorte que dans l'esprit et les mentalités, qu'on n'interprète pas notre religion comme on le veut, je pense qu'on pourra arriver aussi à des solutions. Maintenant, l'autre problème, très rapidement, c'est le choix pendant le mariage. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment, on considère qu'il y a tel article, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut changer pour qu'effectivement le code de la famille soit effectivement un code qui régule de façon normale les rapports entre le mari et la femme. Le choix du domicile conjugal, vous l'avez dit, c'est exactement ce qui se passe ici. Pourquoi une femme devrait suivre son mari lorsqu'elle travaille à un tel endroit et qu'elle soit obligée de démissionner parce que simplement elle habite trop loin. Donc là aussi, pour suivre son mari, il y a un problème. Il faudrait qu'on arrive à trouver un modus vivendi, comme on dit, pour régler ce problème. La notion de puissance paternelle. Moi, je suis choquée quand je vois l'article 152 qui parle de puissance maritale d'abord, ce qui est ridicule, ce qui est obsolète, ce qui est, moi je ne sais pas comment le qualifier même, je ne trouve pas le mot exact, et que plus loin, on vous parle de l'article 277 du Code de la famille qui vous dit la puissance paternelle. Mais qu'est-ce que c'est que la puissance paternelle ? Lorsque vous savez que les deux, que la femme ne peut pas, elle ne peut pas, disons, prendre des décisions qui concernent son enfant pendant le mariage. Le mari, quelquefois, s'absente, il s'en va, mais elle ne peut rien faire. Même pour les études de son enfant, il ne peut pas les poursuivre. Moi, j'ai une fois rencontré à l'aéroport une femme, je n'avais pas le temps, mais sinon, je me serais arrêtée et je pense que peut-être j'aurais raté mon vol, j'allais à une conférence. Mais je vous assure, la femme était là, elle ne savait pas, elle avait son bébé sur le dos. Elle devait aller rejoindre son mari qui lui a envoyé, on lui a dit l'autorisation parentale, elle ne l'avait pas, on lui a dit vous ne bougez pas d'ici avec l'enfant. Alors vous voyez ça, c'est un scandale. Et quand on analyse ce qu'on appelle, l'éducation de l'enfant, les piliers sur lesquels c'est la surveillance, c'est la protection, et vraiment quand on est objectif, on sait que c'est la femme qui s'occupe de ça dans le ménage, très souvent. À toute règle, il y a des exceptions, très souvent. Et la preuve en est tellement vraie que lorsqu'un enfant réussit dans la vie, on lui dit, c'est l'enfant de tout le monde. Mais dès qu'il y a un problème, il y a Yarouko. Mais c'est l'enfant de sa mère.
Hein, on lui donne ça, qu'elle le laisse, qu'elle s'engage à ça, mais ce n'est pas l'enfant du père. Donc je pense que là aussi, lorsqu'on arrivera à régler ce problème-là d'autorité parentale, alors que le prétexte qu'on donne, c'est qu'en islam, ce n'est pas ça. Mais moi, j'ai fait une étude pour ENDA, qui s'appelle la parenté conjointe, avec des islamologues. Hein, j'ai parlé avec eux et rien n'interdit que la femme et l'homme s'occupent du ménage. Je pense que Penda pourra peut-être, à ce niveau-là, en parler. Alors, il y a aussi, en matière de divorce, bon, je vais très vite, il y a peut-être, c'est pas exhaustif, peut-être dans la salle, il y a des personnes qui pourront ajouter des choses et on pourra en discuter. En matière de divorce, il y a la difficulté pour la femme lorsqu'elle veut les documents. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la difficulté pour la femme pour le paiement de la pension alimentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui travaillent. Lorsqu'on les condamne à une pension alimentaire, ils préfèrent démissionner. Ils préfèrent démissionner de leur travail plutôt que donner cette pension à sa femme pour ses enfants en disant simplement qu'elle va l'utiliser pour elle personnellement et pas pour ses enfants. Ce qui est un scandale. Ce qui est vraiment un scandale. Alors je pense que là aussi, on arrivera vraiment à changer lorsqu'on trouvera une solution à ce problème-là. La garde des enfants, c'est aussi un problème. Quelquefois, vous savez, bon, la femme, elle est là, elle n'a pas les moyens et tout. Les enfants sont petits. Le mari, excusez-moi, mais quelquefois, il n'assume pas tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir d'un certain, lorsqu'elle n'a pas les moyens, elle n'est pas en mesure, on confie l'enfant au père. Et les petits-enfants, c'est quand même un problème. Mais je pense que de plus en plus, on a compris quand même que jusqu'à un certain âge, il valait mieux confier l'enfant à la mère. Mais ça aussi, c'est un problème sur lequel on doit le faire parce que quelquefois, les maris, simplement pour faire mal à leur femme, même s'ils ne peuvent pas, ils prennent l'enfant, ils réussissent à avoir la garde des enfants et ils s'en occupent alors que la femme aurait pu le faire. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est au niveau de la filiation. On l'a dit, l'article 196 est un scandale. Et ça, c'est un combat sur lequel qu'on doit mener. Bon, on y va peut-être par étapes, mais c'est... Et là, je pense que c'est une aberration de voir qu'on lui refuse l'identité à l'enfant naturel. Il y a des problèmes qui se posent effectivement. Mais d'un autre côté, on donne une action en indication de paternité. Je pense que là aussi, c'est un problème sur lequel nous devons nous pencher. Alors là, c'est toutes ces mesures que j'ai énumérées et qui ne sont pas exhaustives, parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour laisser les discussions, je pense qu'elles résultent ce qu'il faut faire maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut dire comment on peut jouer sur ça. Je pense qu'il y a des interpellations que nous devons faire, nous, société civile. Et quand je dis nous, société civile, c'est une société civile organisée. C'est une société civile qui exerce les trois fonctions qui lui sont données. La première, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, la répétition étant pédagogique, je répète, les trois, à savoir la première, c'est quoi? La première, c'est la veille. La deuxième, c'est l'alerte. Mais la troisième, c'est la pression. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est des va-t-en-guerre, c'est parce qu'on... Non, mais quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de ses actions. Et moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller en face de l'État et de lui dire que vous êtes là, et c'est là où j'agis quand je dis les leviers qu'il faut lever, c'est d'abord l'État. Pour moi, l'État est le premier responsable. Parce qu'il a signé ses conventions, il a un devoir de redevabilité. La redevabilité, c'est quoi? C'est le respect de ses engagements. Je le crie tout le temps haut et fort, l'État doit respecter ses engagements. On ne signe pas les conventions, surtout sans réserve. Oui. Parce qu'il y a des États africains qui ont fait des réserves en disant pour nous, ça, on ne peut pas le faire. Parce que nos réalités socioculturelles ne nous permettent pas. Et c'est lorsque ils voient que ça ne pose pas de problème qu'ils peuvent lever la réserve. Mais tant qu'il n'y a pas de réserve, qu'il y a une réserve, on n'applique pas la disposition qui est visée. Mais nous, ça, je le dis pour le Sénégal, et je le répète, je l'ai toujours répété, on ratifie tout. On est quelquefois les premiers à tout ratifier, mais on n'applique rien. Donc ça, je pense que c'est un problème. Non, c'est un problème sur lequel il faut qu'on ait le courage de le dire. Donc l'État. Et je dis après l'État, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui autorise l'État à ratifier les conventions internationales. Et l'Assemblée nationale qui...
par sa commission de délégation, doit voir si les lois sont appliquées. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette commission de délégation? Il faut qu'elles assument leur rôle. Alors, je pense que là aussi, il faudrait qu'on puisse interpeller à chaque fois pour voir. Ensuite, il y a les acteurs judiciaires. Mes collègues magistrats, les auxiliaires de la justice comme les avocats et autres, mais ils ont un devoir d'appliquer ce qui est dans notre ordonnancement juridique. Parce que les conventions internationales, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une fois qu'elles sont dans notre ordonnancement juridique, elles sont d'une application immédiate. Oui. Je dis bien, quand il n'y a pas de réserve, lorsque il n'y a pas de disposition qui dise l'État doit prendre les mesures nécessaires pour ça et ça. S'il n'y a pas ça, on doit appliquer. Moi, je peux aller voir le juge et lui dire appliquez-moi. Moi, je ne parle plus de CEDEF parce qu'on dit c'est du mimétisme. Mais je parle du protocole de Maputo, comme je dis, qui est un protocole fait par des États africains, dans un environnement africain et pour la femme africaine. Donc, on ne va pas me dire que je fais du mimétisme en citant donc ce protocole. Donc, alors, je pense que... 2 minutes, Madame Dior, vous avez 2 minutes. Je termine. Ayoya m'est coupé. Alors, donc, je disais que le problème, c'est que les acteurs judiciaires doivent donc prendre en charge ce problème-là. Et ils peuvent, quand quelqu'un vient, dire, bon, mais il faut avoir le courage de le faire aussi. Moi, je pense qu'il faut, et je leur dis tout le temps, ça c'est un débat entre nous, ils soulèvent des problèmes juridiques, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et ensuite, il y a les religieux. Il faut quand même, parce qu'il n'y a pas que des religieux qui sont contre, il y a des islamologues qui sont honnêtes, qui vous disent, voilà ce que le Coran dit, il faut travailler avec eux. Et puis des femmes islamologues aussi, parce qu'elles ont une connaissance, mais on n'a pas tendance à les associer. Alors je crois, et puis maintenant, le problème fondamental, c'est qu'il faut que la population ait connaissance de ses droits. Connaissance de ses droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes soient vulgarisés. Les textes soient vulgarisés, parce que tant que les textes ne seront pas vulgarisés, les populations ne peuvent pas en connaître le contenu et les populations ne peuvent pas se l'approprier. Alors je crois que tout un ensemble, très rapidement, c'est pour lancer le débat, sur lesquels nous devons, je pense, nous focaliser, sur lesquels nous devons travailler pour sortir une stratégie qui nous permettra, je crois, de voir par quoi commencer, quelles sont les priorités. Et pour moi, la priorité, vous savez, si on change l'article 277 d'autorité parentale, de puissance paternelle en autorité parentale, on a réglé pratiquement les 50% des problèmes. Pratiquement. Alors donc, franchement, moi je pense que nous sommes là, comme on dit, nous sommes ensemble, donc continuons à travailler ensemble, continuons à travailler en synergie et à regarder dans la même direction lorsqu'il s'agit des problèmes qui concernent les femmes. Alors voilà, vraiment très rapidement ramassé, puisque le temps qui m'est imparti. Tout à l'heure, à l'introduction, professeur Fatso nous avait dit le corps de la femme, c'est un terrain politique. C'est un terrain juridique apparemment aussi. Et moi, ma question, elle serait plus pratique. On a parlé de la vulgarisation de ce code pour les femmes, parce que je comprends qu'il faut un changement au niveau des institutions, qu'ils fassent levier de changement, mais il faut aussi un changement poussé par les populations. Les femmes aujourd'hui, elles sont au courant du code ou des lois que quand il y a un problème, ou quand il faut sanctionner et que finalement on n'a pas sanctionné, on ne respecte pas la loi. Mais les femmes qui rentrent dans le mariage aujourd'hui au Sénégal, elles ne savent pas dans quoi elles rentrent, qu'est-ce que la loi dit sur ce mariage. Et moi je me dis aujourd'hui, je fais partie d'une organisation de la société civile, le côté pratique, comment on peut mettre en place avec vous qui êtes juriste, vous qui maîtrisez le sujet, une commission de vulgarisation. Parce que nous, on est sur le terrain. Donc, comment on fait avec vous pour vulgariser le texte, pour le traduire, pour sensibiliser les jeunes filles dans les écoles, que ce soit dans les villages, qu'on puisse traduire pour que les femmes sachent elles-mêmes. Et elles-mêmes, elles verront les inégalités avant même d'être dans la situation et elles seront levier du changement. Ma deuxième question, le professeur Mbo en a parlé à la fin. C'est-à-dire qu'on sent un changement dans notre société. Moi, j'aimerais qu'on me dise sur le plan juridique,
parce qu'on en a entendu parler, c'est de là que vient la laïcité dans les sociétés occidentales, la séparation de l'Église et de l'État. Mais au Sénégal, qu'en est-il? Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour se protéger? Parce que nous-mêmes, nous le voyons. Elle a donné l'exemple. Avant, c'est le marabout qui se déplaçait. Aujourd'hui, depuis Ablaye Wade, tout le monde se déplace vers le marabout. C'est quelque chose auquel on doit prêter attention. Quelles sont les dispositions en place pour séparer la religion de l'État? Et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour protéger cela? Parce que je pense que les inégalités viennent d'un patriarcat, mais qui est potentialisé, qui est multiplié par les religieux. Donc, c'était mes deux questions. Merci d'avance. Bonjour à toutes. Oui, chers aînés. Alors, moi, je ne vais pas m'attarder sur ce que vous avez donné comme information, mais ce qui est important, c'est surtout revenir sur le Code de l'enfant du Sénégal. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, le Code de l'enfant depuis 2001, on travaille dessus. Mais jusqu'à maintenant, à moins que je me trompe, le Code de l'enfant n'a pas été adapté et vulgarisé et promulgué. Ça, c'est un véritable problème. Et dans ce Code de l'enfant, on revient sur le cas du mariage d'enfants, que ce soit au Sénégal ici ou au Mali. On se rend compte d'ailleurs que le code pour lequel on se bat pour adapter n'est pas un code qui répond aux besoins de la société. Parce que rassurez-vous que dans ce code, on parle de mariage d'enfants quand même qui a 16 ans. Au Mali, on parle de mariage d'enfants qui a 16 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette donne? Déjà avec le code qui existe, est-ce qu'on va continuer pour les féministes sénégalaises qui sont là à lutter pour adapter ce code-là dans lequel, à ma connaissance, il y a un véritable problème ou qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne afin d'avoir un document clé et qui répond, qui reflète les besoins de la société actuelle. Merci mesdames aussi. Ça a été très 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 instructif de vous écouter. Moi, c'est Djena Bandiom de la Mauritanie. Je suis féministe, doctorante en sociologie et femme politique. J'aime bien le préciser. Alors, vous avez parlé des codes de statut personnel et j'aimerais bien partager aussi un peu ce qu'on a chez nous. Chez nous, on a le code de statut personnel aussi, qui est venu, je pense, très tardivement. Il est venu juste en 2001. Donc voilà. Et je pense que quand Madame Bou disait en fait que le code au Niger était un peu calamiteux, je disais à mes collègues, c'est parce qu'il n'a pas encore lu le code de statut personnel de la Mauritanie, qui en réalité, c'est pas un code qui est inspiré de la charia, mais c'est un code charia en fait, tout court. Parce que pour celles qui ne savent pas, en fait, la Mauritanie, c'est une république islamique de la Mauritanie, ce qui fait que c'est très 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 difficile. Dans toutes les lois, de manière générale, c'est une juridiction qui est un peu schizophrène en fait, parce qu'on aimerait faire et du droit moderne et aussi parler du charia et de tout ce qui est lié avec. Et tantôt, quand il y a des affaires qui sont liées aux femmes, aux droits des femmes et tout ça, on préfère appliquer la charia que d'appliquer le droit moderne. Alors que si on parlait par exemple de litige politique ou on parlait de quelque chose qui est en lien avec les professions, on utilise le droit moderne. Mais si c'est les femmes, la famille, tout ce qui régit ça, on préfère parler de la charia. Et dans ce code de statut personnel, on a plusieurs choses qui... par exemple, dans ce code, dans l'article 35, il y a le silence qui est utilisé comme consentement au mariage. C'est-à-dire qu'il y a un article qui dit que si moi, quelqu'un vient me demander, je ne sais pas, en mariage, et que je ne dis rien, c'est que je suis consentante. Vous voyez? Donc, et en plus de ça, bien vrai que l'âge du mariage a été fixé à 18 ans, il y a un alinéa qui vient juste après qui dit que l'incapable peut être marié par son tuteur. Déjà, on ne sait pas c'est qui l'incapable, ça c'est un. Et l'incapable peut être n'importe qui en fait. Ça peut être une fille de 12 ans et que son père trouve qu'il est bien de le marier en commerçant, qui a de l'argent et que ça ferait des revenus. Donc des choses comme ça qui font que ce code a plusieurs avis très 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 calamiteux et on se retrouve dans une impasse en fait qui fait qu'on peut pratiquement rien faire. Même s'il y a des très petits acquis, mais l'ensemble du code est inspiré de la charia islamique, ce qui fait que les femmes mauritaniennes sont pratiquement bâillonnées dans tout ce qu'elles peuvent faire. Malgré que la Mauritanie a rectifié aussi certaines conventions, pratiquement toutes, mais avec toujours des conventions, avec toujours des réserves plutôt,
toujours des réserves sur plusieurs articles qui parlent de l'avortement, qui parlent des droits de la liberté. Et dans ce même code aussi, on voit et on parle toujours de l'autorité parentale. Et l'autorité parentale est toujours, revient toujours au père. Et ça, c'est ce qui fait qu'en Mauritanie, on a beaucoup d'étrangers, par exemple, voilà, quand ils viennent et qu'ils ont, par exemple, des enfants avec des Mauritaniennes, le père peut prendre son enfant et aller voyager avec lui sans que la mère ne soit au courant. Et ça devient des cas de kidnapping. Et l'État n'a rien pour gérer ces cas de figure parce que tout simplement, l'autorité parentale reste encore au mari qui a droit d'exercer, de vivre tout ce qu'on veut dire en fait par rapport à la famille. D'accord, je vais m'arrêter là. Femme politique, servante de Dieu, spécialiste en communication, je voudrais d'abord vous remercier vraiment, et c'est une fierté pour nous, pour la Centrafrique. Vous savez, nos modèles en général ont été les femmes d'Afrique de l'Ouest. Nous faisons l'exercice, c'est encore nouveau, bien qu'il y ait des devancières, mais à chaque fois que j'ai l'opportunité de rencontrer des femmes d'Afrique de l'Ouest, je dis tout simplement merci. Ma question va être, notre contexte en Centrafrique est bien évidemment différent de l'Afrique de l'Ouest. Donc ma question est toute simple. J'apprends de cette partie de l'Afrique et ça concerne l'enfant, la jeune fille. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'offre à vous, militante, féministe que vous êtes, quand vous êtes en face de cette situation où une jeune fille de 13 ans est obligée de prendre pour époux un homme beaucoup plus âgé. Est-ce que vous militez? Est-ce qu'il y a un lobby puissant, fort, qui va mener des actions fortes pour que cela s'arrête? Et la deuxième, si vous me le permettez, est-ce qu'il y a des féministes à un haut niveau politique dans vos pays qui puissent aussi prendre le relais et influer sur les politiques du pays? Merci. Je suis Vanessa Mitou, juriste activiste pour les droits des jeunes du Congo-Brazzaville. C'est plutôt un partage d'expérience et essayer de voir quels sont les aspects qui peuvent être complémentaires par rapport au code de la famille. Chez nous au Congo, on a également les mêmes difficultés, peut-être moins ancrées parce qu'on n'est pas ancré dans la religion, mais toujours est-il qu'il existe des inégalités. J'étais encore choquée il y a quelques semaines quand j'allais ouvrir mon compte, on me disait si vous êtes épouse, il faut l'autorisation de votre mari. Je disais mais je travaille, pourquoi j'ai besoin de son autorisation? Donc c'est pour dire que même au XXIe siècle, dans des horizons différents, on a encore ce décalage sur l'effectivité des droits de la femme. Alors chez nous, avec le code de la famille, le combat qu'on essaie de mener avec les révisions, c'est de garantir le statut de femme aux femmes justement qui ont longtemps vécu avec des hommes, mais qui avaient uniquement le mariage religieux. Parce qu'elles ont toute une vie avec un époux qui a des biens et une fois qu'il décède, on dit le décujus et vous n'étiez pas mariés officiellement. Du coup, elles n'héritent pas. Et ça reste un problème aussi de société parce que la plupart des femmes sont souvent mariées uniquement sous le point de vue soit coutumier, mais non pas forcément le mariage légal. Alors, quelle est la réalité de l'Afrique de l'Ouest sur cette question? Est-ce que dans votre combat pour faire avancer le code de la famille, c'est également une réalité qui vous interpelle, le droit à la succession pour les femmes qui sont uniquement mariées coutumièrement, ou est-ce que c'est vraiment deux combats différents? Merci. Maintenant, moi, je voulais plus attirer l'attention sur un fait. Par exemple, les panafricanistes. Les panafricanistes ont la plupart du temps une grande audience et la plupart du temps, ils véhiculent des idées selon lesquelles, en tant qu'Africains, nous n'avons pas un combat féministe. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que vous étiez réellement conscient, est-ce que vous avez réellement pris en compte cet aspect-ci et qu'est-ce que vous prévoyez de faire, si ce n'est pas le cas, pour les impliquer ou bien les expliquer réellement le combat féministe et en quoi, en tant qu'Africains, nous avons ce devoir-là. Est-ce que vous avez un plan pour le futur? Est-ce que vous avez un plan, en tout cas, pour cet aspect-ci? Merci. Nous n'aurons pas le temps. Mais je vais m'arrêter sur la question de l'enfant naturel.
l'adoption, l'enfant naturel, tout ça, ce sont des questions qui se posent dans l'islam. Et c'est une des préoccupations, par exemple, du code marocain. Comment on règle la question une fois que cet enfant est né? S'il y a mariage, on peut reconnaître cet enfant et l'intégrer. Vous savez, j'étais très très jeune. Je ne dirais pas... Il y avait une famille Lébou de Dakar. L'aîné de la famille, qui était un homme, il y avait beaucoup de considération autour de lui, mais le jour où son père est décédé, ses tantes paternelles, tout le monde lui a signifié qu'il n'avait pas le droit d'hériter de son père. Parce qu'il était enfant, né hors mariage. Il est allé, et c'est très symbolique, à la grande mosquée, il est allé jusqu'au minaret pour se suicider. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était un cas qui avait marqué les consciences. Moi, j'étais très, très, très jeune. Voilà. Et dans beaucoup de familles, on attend que la disparition du père de famille, il y en a qui sont allés porter plainte ici, dans Dakar. Peut-être que moi, je ne l'aurais pas fait, très certainement, vu l'éducation pudique, tout ça. Mais il y a eu des combats autour de cette question. Et le code de la famille l'a réglé, je pense. Mais ça devient un problème le plus dur, parce que c'est un problème qui circule dans la famille, dans les maisons. Et ça, c'est posé au code malien. Mais vous savez, de façon globale, et je réponds à notre sœur du Niger, comment régler les questions? On ne peut pas aller de l'avant si nous n'allons pas bâtir notre travail sur des connaissances approfondies. Pour ce qui est de l'islam, il faut connaître les textes religieux, il faut connaître l'histoire de l'islam, il faut connaître ce qui relève de l'interprétation du dogme, des croyances profondes, des questions de société, même dans le Coran, mais surtout il faut connaître l'histoire de la charia. On a l'impression que la charia est un dogme. La charia n'est pas un dogme. C'est le problème que j'avais toujours. Quand je venais d'enseigner à l'université, il y a même des hommes qui pensaient que je ne devais pas enseigner l'islam, des collègues. Mais tout ça, je l'ai bâti autour d'un travail intellectuel qui m'a amené à parler avec autorité. Parce que ce que je disais, je le fondais sur des croyances. Et la charia n'est pas un dogme. Elle a été élaborée 2 siècles après la disparition du prophète. Et comme elle n'est pas un dogme, on peut l'interpréter et chacun va essayer. Parce que la charia a été élaborée parce qu'il y a des questions qui se posaient aux sociétés musulmanes qu'on n'arrive pas à résoudre. On a cherché dans le Coran, on a cherché dans les interprétations et petit à petit, des écoles de pensée juridiques sont nées. Et ces écoles de pensée étaient multiples, on en a retenu 4. Nous sommes ici dans notre sous-région des sunnites, de rite malékite. D'autres sont des chafiites, d'autres des hanbalites. L'interprétation littérale avec des méthodes différentes. Les méthodes de comparaison, le qiyas, l'ijtihad, l'effort d'interprétation personnelle, l'istihsan, c'est-à-dire prendre ce qui est bien pour la société. Nous devons maîtriser toutes ces questions. Et ce n'est qu'en les impressionnant qu'on pourra les faire reculer. Et maîtriser aussi le débat dans les médias et les propres pays. Je ne sais pas, c'est plusieurs années de ma vie à aller débattre à Walfadjri, ailleurs, etc., avec les religieux, avec les Alors ça, j'étais attaquée naturellement, j'étais traitée de tous les noms, mais chaque fois j'amenais la connaissance. Et une des interprétations importantes que j'ai à faire, c'était au moment justement de la conférence de Beijing, quand on préparait la conférence de Beijing les femmes, et je suis allée avec Sidi Lamine, et tout le monde se préparait. Je me souviens, avant d'y aller, Mahmoud Diop m'avait appelé, fait attention, je dis laissez-moi, on nous a appris ce que c'est la pensée critique. Et quand je suis arrivée à la télévision, Sidi Lamine a pris son Coran, il a commencé sur le Souratul Nisa, chapitre 4, verset tel, et il nous dit au fond, après tout, l'homme, et c'est dit dans le Coran, a la daraja sur la femme, c'est-à-dire la prééminence sur la femme. Et ça, vous ne pouvez pas le contester parce que c'est le Coran. Je dis d'accord. L'homme a la prééminence, c'est dit dans le Coran, mais lisez ce qui suit dans la sourate. L'homme a la prééminence sur la femme s'il subvient à l'ensemble des besoins de la femme. À partir du moment où il ne peut pas subvenir à l'ensemble des besoins de la femme, il n'a plus la prééminence sur les femmes.
Merci, professeur. Merci beaucoup. Et je termine par, quand même, il y a des choses importantes qui ont été dites. Comme tout ça, le comité de vulgarisation, on peut continuer sur l'autorité parentale. Le musulman ou la musulmane vous rétorquera. Il y a une sourate consacrée à une femme. C'est la sourate 19, la sourate Myriam. Et dans l'histoire de l'humanité, citez-moi un individu, un être humain qui est né sans mère, ça n'existe pas. Mais sans père, ça existe. Et c'est Mariam, Isa ibn Mariam, et on a la sourate Myriam dans le Coran. Nous devons, dans un premier temps, nous appuyer sur les textes religieux pour changer la donne. Merci, bon, une autre fois, on aura... Penda a déjà marché sur ma langue en ce qui concerne la recherche féministe sur les religions. C'est important qu'il y ait cela. Et il y avait un très bon réseau qui était dirigé par Fatou Sow, le réseau Femmes Vivant sous la musulmane, qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup aidé à comprendre les sourates, etc. Je vais m'appesantir sur 3 points. Le premier point, c'est sur l'enfant naturel. Et c'est ce problème d'enfant naturel qui nous a causé beaucoup de problèmes parce que jusqu'à ce que les autres femmes au niveau du Mali disaient que on nous avait diabolisés à cause de ça. Parce que quand ils ont parlé de non-reconnaissance et que l'enfant ne peut pas hériter, on a demandé à ce que nos enfants qui vont appeler enfants naturels portent nos noms. Et c'est là on a dit que nous voulons que les enfants portent désormais, un enfant portera le nom du père, l'autre portera le nom de la mère. C'est pas ça, c'était à propos de l'enfant naturel. Et je vais vous dire une anecdote. J'ai un grand frère de même mère. Sur son acte de naissance, c'était écrit sa femme suivant la loi. Ça, c'était sur les actes de naissance des Maliens. Sa femme suivant la loi. Pour savoir si l'enfant est naturel, est né hors mariage ou dans le mariage. Sur l'acte de naissance. J'ai fait la copie de l'acte de naissance que je garde. Sa femme suivant la loi. Donc, c'est tellement important à savoir pour dire que il y a des progrès. Mais jusqu'à présent, nous devons continuer. Quand on parle de vulgarisation, c'est vrai, on veut vraiment vulgariser les lois. Mais où est-ce qu'on va trouver les financements? Vraiment, je vais être très brève pour répondre à 2 questions seulement. Très rapidement. Je répondrai en donnant un avis purement personnel qui n'engage que moi. On m'a posé une question concernant le code de l'enfant, en demandant à quand le code de l'enfant. Moi, je vais vous dire mon problème. Mon avis personnel, ça veut dire que pour moi, on ne peut pas réinventer la roue. On a plein de textes, de conventions internationales qui sont ratifiées et qui parlent de l'enfant. Ce sont des textes complets, aussi bien au plan international qu'au plan régional. On a la charte africaine pour le bien-être de l'enfant africain. Je pense qu'avant de créer autre chose, il faut d'abord appliquer ce qu'il y a ici et qui donne vraiment tous les droits, tous les devoirs à l'enfant. Alors je ne vois pas tout le temps pourquoi on va réinventer la roue. Ça, c'est un premier problème et c'est un avis qui est purement personnel. Le deuxième problème, c'est on me demande les mariages, 13 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut appliquer les textes. C'est interdit. Que ce soit des religieux, que ce soit autre chose, on applique les textes. Dura lex sed lex et nul n'est au-dessus de la loi. Ça, je crois que c'est terrible. Et le troisième point, le dernier point, ça c'est pour répondre à la question en demandant notre avis sur la solidarité intergénérationnelle. Je vous dis que nous sommes fiers de vous, très sincèrement, et vous êtes la relève et nous comptons sur vous. C'est terminé.